bonjour, bienvenue sur Total Impro 2.0. Nous sommes le samedi 27 mai 2023, il est 10h. Donc c'est notre émission phare, le talk show Confluence aujourd'hui. Déjà présenté la chronique. Donc, jusqu'à fin juin, nous recevons tous les week-ends des photographes qui ont été sélectionnés pour exposer au Festi-Photo de Rambouillet, qui, je le rappelle, se déroulera en septembre 2023, avec les rencontres de la photo au dernier week-end de septembre, c'est-à-dire le 29, le 30 et le 1er octobre. Une quarantaine d'expositions dans toute la ville de Rambouillet, en partant de la salle Patenôtre, de la Lanterne, en descendant à la sous-préfecture, en passant par le parc du château et en montant à la bergerie. Il y aura des photos partout, absolument partout, sur le thème de la nature. Cette année, en plus des photos, des conférences, des ateliers photos, on va faire vraiment un festi-photo, c'est-à-dire qu'on va associer à ça la musique, puisqu'on va s'associer avec des groupes musicaux qui feront des bandas, qui feront des concerts à la bergerie, du rock, des accompagnements musicaux pendant les 3 jours, et puis une troupe de théâtre animée par Fabien Sebal qui va là aussi faire tout un tas d'animations, des déambulations, réciter des fables de La Fontaine, faire des défilés dans les rues, et puis lancer une pièce de théâtre en avant-première qui s'appelle Après le Brame, qui sera donnée à la Bergerie Nationale dans l'amphithéâtre le dimanche. Bon, voilà, on a essayé de faire la fête au Festi-Photo. Bon, bien sûr, le thème principal, on est la photo nature. Le slogan, c'est « Exposer pour préserver ». Et on reçoit ce matin deux représentants importants de cette tendance, Olivier Pellegrini qui est déjà arrivé, et Vincent Ramou qui va pas tarder à nous rejoindre. Et son arrivée est prévue pour 13h, il va falloir meubler les gars. Je l'ai eu avant, donc il va arriver avant. D'accord. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Bon, je vois qu'Olivier a réussi à se solutionner ses problèmes techniques. Oui. Vous m'entendez bien là maintenant? Ouais, c'est mieux, ouais. C'est un petit peu sourd, mais c'est bien. On t'entend, c'est vraiment distinct. Ok, parfait. Bon, comment tu vas, Olivier? Ça va très bien, et toi? Ça va très bien, je suis très heureux de te voir. Alors, il faut dire qu'on se connaît bien. Hein. Oui, depuis un moment. Depuis quelques années. Presque depuis que le Festi-Photo existe, en fait, finalement. Ouais, c'est vrai que tu as été un des premiers gagnants du concours du Festi-Photo. Déjà, tu nous faisais découvrir tes renards il y a un peu plus de 10 ans. En particulier, et puis tu avais fait la première exposition, si je me rappelle bien, à Saint-Hilarion. C'était ta première. Oui, exact. Oui. De la première édition. Oui. T'es un vieux de la vieille, mais ça se voit, tes cheveux blancs. Bon, Olivier, te présenter en quelques mots. Tu es un photographe animalier, engagé. Je dis engagé, tu nous en parleras peut-être un peu tout à l'heure, y compris dans des associations qui sont des fois un peu dures. Mais enfin, tu es engagé. Tu as été président d'un club photo important qui fait de la photo nature, qui est le Photoclub de Limours. Et puis, tu as depuis créé quelques collectifs parce que tu aimes bien faire la photo en solo, mais tu aimes bien aussi faire de la photo avec des copains. Donc, tu as créé un collectif qui s'appelle Les Immatures. On en reparlera tout à l'heure puisque le Festi-Photo a sélectionné une exposition des Immatures. Et puis, tu as un deuxième collectif qui sont des copains avec qui tu fais des voyages. Et là aussi, vous êtes 3. Et à vous 3, vous avez présenté une exposition spécifique qui a été sélectionnée. Je rappelle que les sélections se font en toute indépendance, qu'il n'y a pas de lien entre l'une ou l'autre, quoi. Elles ont été sélectionnées au vu de la qualité de ce que vous nous avez présenté. Tu es par ailleurs bénévole au Festi-Photo depuis plus de 10 ans.
Et quoi dire d'autre? Et tu es aussi, tu as un côté, comment dire, euh, initiateur, parce que tu aimes bien de temps en temps prendre en charge un jeune et puis lui faire découvrir des choses, l'accompagner. Tu t'autorises avec des jeunes, ce que des fois tu ne t'autorises pas avec des vieux, si tu vois ce que je veux dire. Bon, voilà, est-ce que je t'ai présenté comme il faut? Donc, un fou de nature, un fou de défense de la nature et des animaux. Alors moi, je rajouterais aussi autre chose, c'est que je suis beaucoup inféodé à ma région, c'est-à-dire Oui, les Yvelines, hein. C'est-à-dire que je ne suis pas un photographe qui va régulièrement à travers le monde, même si dans le cadre du Festi Photo cette année, on vous propose une expo sur les renards polaires, parce qu'on a fait 2 expéditions pour aller voir les renards polaires. Mais le principal de mon activité est dans les Yvelines. Et c'est parce que j'adore cette région que je reste là et je travaille le sujet sur les Yvelines. et quand on dit les Yvelines dans un rayon de 30 km autour de chez toi. Oui, oui, ça va jusque. Non, ça peut aller jusque dans la Beauce, hein. On travaille des sujets jusque du côté de Chartres, par là, ça dépend. Ça Ouais. dépend de ce qu'on trouve et des sujets qui sont à traiter, quoi. Il paraît qu'il y a du hibou des barrés en passant vers Chartres aussi. Oui, 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 oui. Des hiboux des marais, il y en a toujours. Chaque année, ils viennent par chez nous. Ouais. Ils restent là jusqu'au mois de mars et après ils s'en vont. Il y a eu plusieurs nidifications qui ont eu lieu, dont une très connue en 2012 dans les Yvelines. Il y en a eu une deuxième en 2015 qu'on a suivi aussi. Donc voilà, ouais, c'est des sujets qui nous attirent parce que c'est des beaux oiseaux et qu'il faut mettre en valeur, quoi. Et apprendre aux gens aussi à les respecter et à les protéger parce que ça a été une sacrée histoire, la présence des marais dans les Yvelines en 2012, quoi. Ouais. Olivier, avant de passer à la photo aux ébatures, j'aimerais que tu nous parles un peu de tes engagements naturalistes. Alors, déjà, je fais partie d'une association locale de protection de la nature qui s'appelle Bonnel d'Union de Nature. Voilà. Et aussi, il y a un autre engagement que j'ai depuis des années et que je recommande à tous les photographes animaliers, c'est de rendre à la nature ce qu'elle nous donne en termes de photographie, de lui rendre par des actions de protection, en fait. Et ça fait, on va dire, autour de quelque chose comme 5 ou 6 ans ou 7 ans que je protège les busards dans les plaines avec un petit groupe de passionnés naturalistes qui passent leur temps à essayer de protéger ces oiseaux qui viennent nicher dans les céréales et qui donc sont très en danger au moment des moissons. Voilà. Donc là, il y a tout un travail déjà de reconnaissance de la position des nids et ensuite une prise de contact avec l'agriculteur qui des fois n'est pas facile du tout. Et puis, et après, si on a l'autorisation, parce qu'évidemment l'agriculteur est chez lui, si on a l'autorisation, et ben on peut aller protéger ces oiseaux, c'est-à-dire implanter une cage, remettre les oisillons à l'intérieur et faire le suivi jusqu'à l'envol. L'objectif étant d'éviter que à la moisson, Ouais, la moissonneuse-batteuse broie tout sur son passage. exactement, c'est ça, ouais. Parce que ce sont des oiseaux qui viennent nicher chez nous. Les busards, hein, il y en a plusieurs espèces. Il y a le busard le plus emblématique, on va dire celui qui attire beaucoup de photographes, c'est le busard cendré. Ouais. C'est un oiseau qui part en Afrique tous les ans et qui revient nicher par chez nous. Mais on a aussi le busard Saint-Martin, qui est un oiseau qui, on va dire, migre à peu près à 50% de la population qui migre et 50% de la population qui reste sédentaire, en fait. Donc lui, on peut le voir tout au long de l'année. Et tous ces oiseaux, en fait, sont des oiseaux qui sont hyper importants pour l'agriculture parce que, en fait, ils ont un rôle d'éradication des compagnons. Voilà, des petits rongeurs et donc de protection des cultures. Donc si la population diminue, on aura une augmentation de la population de rongeurs dans les cultures et donc de gros problèmes pour l'agriculture. Donc l'idée dans tout ça, c'est de protéger ces oiseaux pour que leur nombre soit au minima stable, c'est-à-dire ne dépérit pas,
mais au mieux, ce serait qu'il augmente quoi, pour améliorer leur développement. Et toi, ton moteur, c'est de rendre à la nature ce qu'elle Carrément. donne Ouais, c'est ça. sans compter. Il faut savoir que c'est un engagement qui est assez fort parce que ça nous occupe on va dire, du mois de mars-avril jusqu'à fin juillet, début août, hein, quand même. Hein. Oui. Avec énormément de sorties sur le terrain, avec beaucoup de présence d'observation, dans un premier temps, puis après, le point d'orgue, c'est l'installation de la protection, mais après, il y a aussi, à la suite de tout ça, tout un tas de sorties d'observation, de vérification que les petits vont bien, qu'il n'y a pas eu du dégât, qu'il n'y a pas eu de la prédation aussi. Oui, les renards qui... Oui. Voilà, c'est ça. Donc moi je trouve que c'est rendre à la nature ce qu'elle nous offre en beauté quand on est dans le milieu et qu'on est là à attendre et à voir les animaux passer et qu'on se régale à faire des photos, quoi. Voilà. Il faudrait qu'on fasse tout ça, quoi. Voilà. Ouais, c'est une vraie mission, quoi. C'est une vraie mission. Voilà, c'est ça. Ouais. Il suffit pas de parler, il faut agir. Oui, il faut faire des actes par soi-même, quoi. Voilà. Même s'ils sont petits, il n'y a pas de petits. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de petit travail pour la nature, en fait. Hein. Ouais. Le fait, par exemple, de laisser un espace dans son jardin pour la nature, un peu plus en autonomie, c'est-à-dire ne pas tondre toute une partie de son jardin pour permettre à toute une faune de se recréer, toute une biodiversité, tout ça, c'est des... Pas couper la haie tous les 3 jours. Ouais, voilà, c'est ça, faire attention quand on entreprend des travaux dans son jardin, à l'époque à laquelle on les entreprend. Enfin, voilà, c'est toute une attention à porter il faut qu'on fasse tous. Tout comme pour les photographes, une chose qui est importante, c'est savoir renoncer à faire une photographie. Oula. Renoncer quand on se dit, là, si je vais plus loin, si je fais cette photo, je crée un tel dérangement que c'est catastrophique pour le sujet que je photographie. Donc apprendre à renoncer, et c'est pas facile, hein. La photo au nid, par exemple, la photo au nid. Oui, au nid, au terrier, même pour les cerfs, qui sont des animaux qui sont très courus par chez nous en forêt de Rambouillet, savoir renoncer à une approche de cerf parce qu'on sait qu'il est remisé et que là, si on le dérange, eh ben, ça peut créer un danger pour lui, une traversée de route intempestive, des choses comme ça. Voilà, savoir respecter des lieux qui sont des lieux de repos pour ces animaux-là, ne pas y aller parce que même si on sait qu'ils sont là, ne pas y aller parce qu'on sait que là c'est leur période de repos et que de toute façon ils sortiront le soir ou le matin et qu'on les retrouvera à ce moment-là sur notre chemin. Ouais. Ça c'est Mais c'est dur, ça, hein. Qu'est-ce que c'est dur? C'est pas facile. Eh oui, c'est pas facile, mais il faut y arriver. Alors en ce moment, il faut faire particulièrement attention aux naissances et aux fans. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Tu peux expliquer pourquoi? Parce que en fait, les fans sont mis bas très souvent dans les hautes herbes et ou dans des lieux qui sont comment dire assez calmes. Quand je dis calme, ça veut dire à l'abri de tout passage humain en fait. Hein. C'est surtout ça, des chiens, des gens qui se promènent, etc. Donc c'est des lieux un peu reculés. Ces naissances, en fait, ces animaux sont très fragiles au moment de la naissance. C'est-à-dire que le moindre prédateur qui peut passer par là, un renard, un chien même, peut déranger fortement. Les parents peuvent l'abandonner. Et surtout, si on voit un fan, et c'est la pleine période, là, ne pas le toucher, surtout ne pas le toucher. Ah oui. S'il est là, c'est que la mère l'a mis là pensant que c'est un endroit sécure pour son enfant, son petit, là. Et donc, il faut le laisser là. Il faut juste prendre le plaisir de l'observer parce qu'on est tombé dessus par hasard, mais surtout reculer et s'en aller et le laisser tranquille. Et si on le touche, on va transférer son odeur sur le fan et la mère risque de l'abandonner. Donc, surtout pas, malgré la tentation que ça peut représenter, toucher jamais un fan. Ça, c'est vrai pour beaucoup d'animaux. Hein. C'est vrai, le fait de les toucher peut être un danger, une mise en danger pour eux, en fait. Hein. Surtout pour les animaux qui sont chassés.
et qui ont donc forcément une peur bleue de l'humain. S'ils sentent l'odeur de l'humain sur leur petit, alors là, c'est une catastrophe. Ouais. Ouais. Et le faon a comme particularité de sembler dormir ou de sembler malade. Or, il se repose, c'est tout. Et la mère, elle est partie chercher à manger. Et le faon ne bouge pas, donc il ne faut pas s'en occuper. Il faut laisser la mère faire et faire un large détour. Enfin, c'est quand même exceptionnel quand ça arrive, ça. Hein. Moi, Oui. je vois dans toute ma vie ma vie de photographe animalier, je ne suis jamais encore tombé sur un faon. Ouais, moi ça m'est arrivé 2 fois. Ça m'est arrivé 2 fois, ouais. Donc voilà. Mais tu sais comme moi qu'en forêt de Rambouillet, je ne sais pas combien il y a de millions de visiteurs, les gens traversent à peu près tout, donc c'est un risque, quoi. Ouais. Oui, c'est sûr, c'est un risque. C'est sûr. Bon, la nature a besoin de gens comme toi. Continue, c'est bien. Je te donne un bon point. Bon, parlons-nous un peu de votre groupe là. Donc, avant de parler des immatures, on finira par les immatures si tu veux. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu préfères? Qu'on parle de. Vas-y. Parlons de notre petit groupe qui est parti en Islande. Si tu veux. Alors, tu es un fou du renard. Je ne connais pas plus photographe fou que toi du renard. Oui, alors. Et tu as un œil et une qualité pour photographier cet animal-là assez exceptionnel. Et tu as gagné plusieurs fois, je crois même au best-of, je crois même un second prix, un premier prix même, je ne sais plus. Ouais, c'est second prix j'avais fait. Ah ouais, second prix. Avec un renard. Donc moi j'adore tes renards. Donc c'est à partir de cet amour-là qu'est parti votre projet avec tes copains? Alors oui, c'est un peu ça, si tu veux, c'est-à-dire que un peu ça et un peu autre chose. Bon, on est 3 dans cette histoire-là. Il y a Philippe, Rose, Yves Lermite et moi. Donc on est des amis, on se connaît depuis des années. Et en fait, Philippe, lui, connaît l'Islande parce qu'il y a été faire déjà plusieurs voyages. Et lors d'un de ces voyages, il est arrivé dans le nord de l'Islande, dans une réserve qui s'appelle le Horstrandir, qui est une réserve dans laquelle les renards polaires ne sont pas chassés. Donc c'est là qu'est germé le projet en fait. Il nous a dit ce serait sympa quand même qu'on monte une petite expédition pour aller essayer de faire des photos de renards polaires dans cette réserve où il n'est pas chassé et donc forcément plus abordable que dans le reste de l'Islande où il est chassé régulièrement. En fait, hein. Donc l'idée, elle a démarré de ça en fait. Hein. Il savait que moi je faisais beaucoup de photos de renards, de renardeaux, donc il s'est dit bon ça peut être un but à une petite expédition. Et c'est une petite expédition, il faut le dire comme ça, parce qu'en fait, il n'y a pas de route d'accès dans cette réserve. Le seul moyen d'y aller, c'est de prendre un bateau, de faire 3 heures de bateau pour faire le tour de la péninsule nord du Horstrandir en Islande, et puis après de vivre pendant une semaine, 10 jours sur place, donc sous tente, avec de la nourriture lyophilisée, en prenant de l'eau dans la rivière. Comme des vrais, quoi. Comme des vrais. Voilà. Faut savoir que le Horstrandir, c'est pas une terre sauvage, entièrement sauvage. Hein. Les Islandais aiment aller faire de la randonnée là-bas. Donc en été, à la période où la réserve est ouverte, on rencontre un certain nombre de personnes qui font de la randonnée, des groupes qui circulent, mais on est quand même en pleine nature avec les renards polaires, et ça c'est vraiment un vécu magnifique, quoi. Se retrouver avec ces animaux. Et puis là-bas, dans le nord de l'Islande, à 40 km du cercle polaire, c'est fantastique, quoi. En été. Tu as cité tout à l'heure sur la chasse et sur le fait de dire que les animaux n'étaient pas chassés. Ça veut dire que les animaux ont un comportement qui n'est pas craintif? Absolument. C'est-à-dire que le renard ça traduit comment? Ça se traduit que tu peux le photographier avec un petit 200 mm par exemple. Il vient tourner près des tentes. Il n'a pas peur de l'humain. Il est même curieux de l'humain en fait. Il s'approche tranquillement, quoi.
Donc Ouais. voilà, si on n'est pas, si on fait pas des gestes brusques, si on n'est pas debout, si on s'assoit par terre, il peut venir assez près, hein. Il peut être curieux, hein. Il peut être curieux. Ça fait penser un petit peu à Saint-Exupéry et à l'apprivoisement de son renard, quoi. Petit renard, oui. Mais même chez nous, si on revient sur le renard par chez nous, le renard roux, c'est un animal qui, malheureusement, je dis malheureusement, peut être facilement apprivoisé. C'est-à-dire que si par exemple on s'aperçoit que dans notre jardin, toutes les nuits, un renard vient visiter le jardin, si on lui met un peu de nourriture, il va finir par intégrer par lui-même que la personne qui lui met de la nourriture n'est pas une personne, il n'est pas un humain dangereux, et il peut y avoir une relation qui s'installe entre cette personne, c'est-à-dire le propriétaire du jardin, et puis le renard. Mais je dis que c'est malheureux parce que en fait, ça lui retire son côté sauvage, et c'est un danger pour lui parce que il peut avoir un problème de discernement entre un chasseur, par exemple, qui vient là pour le tuer, et puis cette personne qui lui donne à manger. Donc c'est vrai que par chez nous, il vaut mieux éviter d'apprivoiser, d'essayer d'apprivoiser les renards, parce que c'est dangereux pour eux en fait. Voilà. Alors que là-bas, dans le nord de l'Islande, c'est une réserve où ils sont protégés, donc il n'y a aucun problème à avoir de la proximité entre guillemets avec ces animaux-là, tout en ne les nourrissant pas, bien sûr, parce que leur apporter de la nourriture qui n'est pas la nourriture qu'ils trouvent là-bas sur place, c'est dangereux pour leur métabolisme, ça c'est clair. Parce que le renard polaire, là-bas, il faut savoir, se nourrit pas uniquement de petits rongeurs, mais aussi beaucoup d'oiseaux marins. Oui. Ouais. Il va chasser dans les falaises, en fait. Il va carrément dans la falaise et il va chasser les oiseaux dans la falaise. C'est un acrobate, alors. C'est un acrobate, ouais. Et il n'a pas tout à fait la même couleur que le renard roux de chez nous. Il n'est pas roux. Alors non, il n'est pas roux, il a deux teintes, en fait. Il y a deux, en fait, il y a plus que ça, en fait. Il y a plusieurs sous-groupes de renards polaires. Il y a une personne qui a écrit un bouquin là-bas, qui est une scientifique qui les protège sur la réserve, qui a écrit un bouquin qui est très bien fait et qui différencie un peu toutes les espèces. Donc il y a plein de sous-espèces de renard polaire, mais disons que en gros, il y a deux catégories. Il y a le renard polaire qu'on appelle le renard, eux appellent le renard bleu, mais enfin ça n'a rien à voir, mais qui est celui qui est marron foncé, un peu tendance à être un peu sombre, plutôt noir, et qui ne mue pas tout au long de l'année, c'est-à-dire qu'il reste noir aussi en hiver. Et il y a l'autre espèce qui, elle, se transforme en hiver, son pelage change et devient blanc. En fait. Ah oui. Voilà. Donc il y a le renard polaire blanc, qui lui en hiver est blanc et qui en été perd une partie de son pelage. Et vous verrez les gens verront dans l'exposition, comme on y était en été, on a des photos de renards qui étaient blancs en hiver et qui gardent encore quelques poils blancs de cette période-là et qui sont devenus marrons en été. D'accord. Voilà, donc, il y a principalement ces deux espèces-là, en fait. Ces deux sous-espèces. Alors, comment vous avez fait? Vous étiez trois? Vous aviez un seul appareil photo que vous passiez à tour de rôle? Non. Alors, c'est tout un bins parce qu'il a fallu qu'on emmène tout le matériel de bivouac pour vivre là-bas pendant une semaine complète. Et puis, tout le matériel photo. On avait chacun notre matériel photo. Voilà, donc heureusement aujourd'hui le matériel photo s'allège un peu. Oui. Ça nous a permis d'être un peu moins lourd pour le portage, parce que c'est vrai que quand on bivouac, on se déplace, ça fait des sacs à dos qui sont extrêmement lourds. Alors, on avait chacun quelque chose comme entre les deux sacs, c'est-à-dire le sac de bivouac et le sac de photo, quelque chose comme autour d'une trentaine, 30-35 kilos, quoi. Hein. Oui, quand même. Voilà, sur le dos. Voilà. Et alors, vous faisiez quoi? Vous faisiez de la billboard? Vous faisiez de l'affût? C'est ça. En fait, on ne peut pas camper où on veut en Islande. On est obligé de s'installer dans les zones qui sont réservées au camping. Et c'est très bien parce que ça laisse la nature tranquille partout ailleurs. Donc on est obligé d'aller s'installer dans les zones qui sont autorisées pour le camping. Donc là, on plante la tente
on installe le bivouac et puis après, ben, on rayonne autour en fait. Hein. C'est ça, on rayonne avec l'appareil photo. Vous partez le matin et vous rentrez le soir. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et vous gardez à vue pendant les balades ou... En général, on est ensemble. C'est-à-dire, on bouge ensemble. Là, c'est quand même plus sympa de vivre les choses ensemble. Et surtout que les renards sont pas très, sont très tolérants. Donc ça veut dire qu'on peut être à trois avec des angles de vue différents et on fait des photos différentes. Ouais. Ah oui, d'accord. Et après le soir, vous passez les images. Oui, on en discute, etc. Voilà. En fait, on a fait 2 expéditions. J'ai fait d'abord une première expédition en 2018, uniquement avec Philippe. Et là, cette année, l'année dernière, en 2022, Yves nous a rejoint, on a fait l'expédition à 3. Et la première année, en 2018, avec Philippe, on était tous les deux. Donc c'était très facile d'avoir des angles de prise de vue différents par rapport aux renards, sans trop les déranger, quoi. Voilà. D'accord. Et en 2018, on a eu la chance de photographier des petits renards polaires, des renardos. Que les gens verront dans l'exposition. Tu es le roi des petits renardos. Oui, c'est une espèce que j'adore, le renard. Ah ouais. Il n'y a que toi qui sais photographier comme ça les petits renardos. Alors parlons-en justement de la photo de renardo. C'est une activité qui demande beaucoup d'expérience. Et je recommande à tous les photographes qui veulent photographier des renardos au terrier de prendre extrêmement de précautions. Moi, je peux le dire aujourd'hui parce que je peux donner quelques conseils hyper importants. La renarde, dès qu'elle détecte la présence d'humains aux alentours de son terrier, ne serait-ce que par l'odeur, c'est-à-dire si on vient trop près du terrier. À mauvais vent, oui. Non, mais même si tu viens et qu'elle n'est pas là, et qu'il y a les qui sont dans le terrier, si tu viens trop près du terrier, elle va sentir tes pas, ton odeur dans les herbes qui sont autour du terrier, et là c'est mort. Le soir, elle prend ses petits et elle les déménage, avec tous les risques qui sont liés à ça, c'est-à-dire traverser nos routes, collision avec des véhicules, le danger de les dispatcher dans des terriers qui ne sont pas forcément adaptés à cette portée. Donc voilà, quand on est photographe et qu'on veut s'intéresser au renard, je pense qu'il faut d'abord se documenter extrêmement bien sur cette espèce et ensuite prendre énormément de précautions, utiliser la caméra infrarouge pour avant toute intervention sur le terrier, c'est-à-dire avant toute prise de vue, savoir quels sont les horaires à la fois de passage des adultes et de sortie des petits, pour rester le moins longtemps possible, parce que rester une après-midi entière ou une matinée entière au bord d'un terrier, c'est garanti que le terrier est abandonné dans la soirée, c'est sûr. Il faut rester maximum 2 heures. Donc il faut choisir ses créneaux. Donc il faut, voilà, donc c'est des informations que je donne quand on a trouvé un terrier de renard. Il faut vraiment prendre beaucoup de précautions pour ne pas foutre le bazar là-dedans. Et je peux dire qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de dégâts qui sont faits sur les terriers de renard par malheureusement des photographes qui n'ont pas pris le temps. Et le temps, quand je dis le temps, c'est du temps, hein, c'est-à-dire ne pas y aller tout de suite, ne pas y aller, comme je disais tout à l'heure, ne pas se dire je ne fais pas la photo parce qu'il y a un risque pour l'animal, je la ferai plus tard, je prends mon temps. Voilà, c'est tout ça qu'il faut intégrer. C'est vraiment un message très fort de protection que tu lances là. Et... Je crois qu'il faut faire passer l'animal, il faut faire passer le vivant d'abord. Ouais. C'est la première des choses. Ouais. La photo, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire, j'ai réussi à ne pas déranger, et donc du coup... Et je repars. Et je repars avec une photo. Voilà. Si le but est de faire la photo, c'est mort. C'est mort parce qu'on va y aller, on va déranger. Voilà. Bon, Olivier, tu as parlé tout à l'heure d'Yves Lermite. Je voudrais souligner quand même que cette année, c'est lui qui a les honneurs de l'affiche. Il avait gagné le droit d'être au best-of il y a 2 ans avec une magnifique photo de cerf que l'on a utilisée avec son accord, bien sûr.
pour que ça devienne notre affiche de cette année. C'est un formidable photographe qui fait partie de votre équipe. Alors Olivier, on accueille Vincent à nous, qui a réussi à nous rejoindre. Oui, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Est-ce que tu veux qu'on alterne? C'est-à-dire là, on a fait la partie renard polaire. Est-ce que tu as le temps, toi, un peu, pour qu'on découvre qui est Vincent et on revient ensuite te voir pour que tu nous parles des immatures et comme ça, on alterne l'interview. Est-ce que ça te va, ça, Olivier? Ça me va, j'ai juste un impératif, c'est 13h pour moi. Ah oui, on aura fini. On Ouais. a le temps. On a le temps. Ah ouais. Ouais. Ok. Bon, bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour. Anaer Photo-You. Ouais, Anaer Photoview, ouais, c'est du breton. C'est comme ça qu'on dit? Ouais, Anaer Photoview, ouais, c'est du breton, ça signifie Anaer, en fait, c'est l'atmosphère en breton. Et voilà, Photoview, c'est photo tout simplement en breton également. Donc je parle pas breton, hein, mais je suis breton d'origine et natif et je fais essentiellement la partie photo et vidéo en Bretagne. Bon, je vais un peu te présenter avec les quelques éléments que j'ai chopés sur toi, même si on s'est déjà vu Oui. à la dernière édition de Montier. Bon, tu es breton, tu l'as dit. Tu as, je crois, un peu plus de 30 ans. C'est ça, Hein, pile poil. c'est ça. Après, tu es à Quimperlé. C'est ça, Tu tout à es fait. un enfant de la campagne. Ouais, plutôt, on va dire ça, centre-Bretagne. Hein, et puis, tu es un sportif. Ouais, j'ai fait un peu de sport. Il y a 5-6 ans, ouais, j'ai fait beaucoup de sport ouais, à l'époque. Voilà, alors le sport, c'était quoi? C'était du vélo? C'était de la course? Cyclisme, course à pied, et j'ai fait également du coup du duathlon, donc c'est un mélange de course à pied et de duathlon. Bon, et c'est après ces années-là que tu découvres la photo nature. Oui, parce que donc je faisais à peu près voilà 20-30 heures d'entraînement par semaine, et quand on coupe tout un petit peu du jour au lendemain finalement, et faut retrouver des piliers et un équilibre de vie. Donc moi je l'ai trouvé, on va dire, en lien avec la nature que j'avais déjà depuis quelques années. Et puis j'ai découvert le monde de l'appareil photo qui était, on va dire, en 2015-2016, je dirais heureusement ou malheureusement, en plein essor avec tous les nouveaux objectifs qu'on peut trouver et qui a fait que je pense que le nombre de photographes a dû être multiplié par 10 ou par 100 ou par 1000 en l'espace de 3-4 ans. Donc voilà, j'ai commencé la partie photo Et en là, 2000. tu as fait un premier projet et un premier livre. C'est ça. Donc en fait, on va dire que j'ai fait 4 années de photographie, essentiellement, on va dire dans un rayon de 10 km autour de chez moi, 10-15 km. Et j'ai appris, voilà, comme tout, on va dire débutant. J'ai fait quelques heures de débutant, et comme le disait Olivier, c'est très important là, le retour d'expérience qu'il a évoqué sur les renards notamment. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais sur les renards, par exemple, moi j'ai eu une expérience la semaine dernière. J'étais sur un terrier de blaireaux, et pendant 2 semaines, j'étais sur les terriers de blaireaux. Et du jour au lendemain, j'ai vu apparaître une portée de renards à 5 mètres du terrier de blaireaux. Donc je pense qu'il s'est passé exactement ce que dit Olivier, en fait. C'est que du coup, l'important est de placer juste à côté. Donc pas aussitôt, moi j'ai arrêté mes affûts, je suis reparti, mais je pense qu'ils ont dû me sentir, parce que comme j'ai fait 2 semaines d'affût au même endroit pour les blaireaux, clairement, voilà. Alors, passé cette première expérience, tu t'es lancé dans un nouveau grand projet. Oui. La première expérience, ça s'appelait Connexion sauvage, c'est ça? Ouais, en fait, on a fait du coup un premier livre et un film qui va avec. Voilà. L'idée, c'était en fait de faire, à la base, pour être entièrement transparent, j'avais arrêté un petit peu la photo et je me suis dit, mais c'est dommage, il y a vraiment une banque d'images assez importante et il faudrait quand même finir sur, pas une bonne note, mais c'était plutôt pour me dire, bah, je tourne une page. Et du coup, quand on a fait ce livre-là, on avait fait une bande-annonce en même temps du livre. Et je me suis dit, la vidéo, c'est extraordinaire quand même, parce que ça évoque d'autres émotions. C'est pas le même travail, c'est pas le même regard. Et du coup, là, on va dire que je suis en transition sur la partie cinéaste, on va dire ça, parce que je fais peu de photos, j'en fais toujours un petit peu, mais je suis un peu plus concentré maintenant sur la vidéo, du coup. Alors, quand tu dis on, ça veut dire que tu fais pas ça tout seul? Moi, je fais ça tout seul, mais on va dire que sur les projets, là, on est sur un projet, on a sorti un premier film qui est passé en salle de cinéma.
Et tout seul, c'est un peu chaud quand même. Comme il Donc, faut. en fait, l'idée, c'était je me suis dit, ça va pas être si compliqué que ça de faire un film qui passe en salle de cinéma. Il y a bien des gens qui y arrivent, donc je vois pas pourquoi on ne pourrait pas. Donc, moi, je me suis, on va dire, entouré d'un ingénieur son parce que le son, c'est assez extraordinaire parce que quand on voit un film, on se dit pas il y a autant de boulot sur le son que les images. Mais quand on regarde un documentaire, on se dit, bah, c'est normal. C'est censé être, c'est la réalité, c'est normal, etc. Mais on prend des vidéos et on prend le son en même temps que la vidéo, on se rend compte qu'il y a toujours un avion, il y a toujours une vache qui bugle, il y a toujours une voiture qui passe. Et c'est plus difficile que de mettre du Beethoven en post-prod. C'est sûr. Et du coup, donc j'ai un ingénieur son qui s'appelle Yannick Richer, qui est breton également, qui lui a fait toute la partie son en fait du film qu'on a sorti, et un vidéaste monteur qui est Thibaut Maître-Jean, qui est lui un vidéaste, c'est son métier à plein temps, mais il a consacré, on va dire, en mode passion à travers ce projet. Donc on a scénarisé un petit peu. Le but de ce premier projet de film, c'était surtout de montrer les coulisses en fait d'un photographe. C'était ça l'idée. Parce qu'on a fait le film, on va dire, en 7 mois. Clairement, faire un film en 7 mois, de l'idée jusqu'à la réalisation et en salle de ciné, c'est quasiment impossible en animalier parce que faut une banque d'images de moins, je dirais, une année sur du sauvage pour avoir quelque chose de au minimum correct. Et là, on avait 7 mois, mais tout compris. Donc en gros, on a fait 3-4 mois d'animalier, mais clairement, on n'avait pas assez de base de données. Donc on est parti, on s'est dit, bah, on va faire les coulisses et ça sera tout aussi bien, il y aura un autre regard en fait. Bon, on va revenir en détail sur ce projet-là, puisque à Rambouillet, quand tu vas venir à la fois avec l'exposition, et puis on va voir comment on va pouvoir projeter le film. Enfin, il faut tout caler, faire découvrir ton travail et la partie pédagogique de tout ce qui va avec. Bon, je te propose qu'on revienne à Olivier, parce qu'Olivier, lui, à tout seigneur, tout honneur. Hein. Non seulement il a une expo, mais maintenant c'est 2, et puis dans 3 ans, ça sera 3. Voilà. Hein. Donc il a une deuxième expo parce qu'il anime un groupe de photographes dont il va nous parler maintenant, et ils se sont baptisés les Immatures. Alors Olivier, je te propose que tu nous présentes tes Immatures et leurs projets. Moi, j'en connais quelques-uns quand même de ces copains-là. J'aurais bien aimé rêver faire un peu partie de cette bande-là, mais vous avez bien raison de vous protéger. Présente-nous ton groupe. Je ne vais pas parler d'association, c'est un groupe, les Immatures. Oui, c'est ça. En fait, tous, on faisait partie du photoclub de Limours, qui est un photoclub dans le milieu de la photographie de la Fédération française de photo, qui est assez connu, enfin, je dirais très connu. Et puis, mais qui fait beaucoup de compétitions en fait, de compétitions internes à la photographie en général. Hein, je ne parle pas de la photographie animalière. Et nous, on était un petit groupe à l'intérieur de ce photoclub et on faisait beaucoup de photos animalières. Donc, à un moment donné, on a décidé de quitter ce club. Je ne vais pas revenir sur les détails de pourquoi on a quitté ce club, mais enfin, on avait envie de passer à autre chose. La vie glorieuse des associations. Oui, voilà, c'est ça. Donc, on avait envie, en fait, de quitter le milieu des associations où tu as un président, un secrétaire, un trésorier, des assemblées générales, enfin, tout un tas de trucs, voilà, toute une lourdeur administrative. Et on a... Ça c'est venu du fait qu'on a rencontré dans plusieurs festivals, que ce soit à Montier ou dans d'autres festivals, on a rencontré des collectifs de photographes animaliers qui se réunissent. En fait, il y a les collectifs de photographes bretons que peut-être Vincent connaît, là, la PAB, je crois qu'il s'appelle, ouais, voilà. Et donc ces gens-là très sympas, donc collectif de photographes, ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens, ça veut dire une structure qui n'existe pas, donc il n'y a pas de structure, il n'y a pas de statut, il n'y a rien du tout. C'est des copains qui se plaisent à se rencontrer pour se montrer leurs photos et qui pratiquent la photo animalière. Voilà. Donc les immatures sont nés de ça. Alors pourquoi immatures? On peut peut-être citer des personnes, oui. Citer les noms, si tu veux, je le fais. Il y a Roger Philippe, tu en as déjà parlé, puisqu'il était avec toi pour les renards. Il y a Jean Monod, Philippe Jean Monod. Oui, c'est ça, qui lui est en Ariège. Il y a le couple célèbre Jouot, Michel et Eric. Voilà. Que j'embrasse s'ils nous écoutent.
Il y a Yves Lermite donc, qui fait notre affiche. Bon, Olivier Pellegrini, j'en parle pas. Et puis il y a Train-Train, il y a Train-Cos, Daniel, notre copain, avec qui tous les automnes, je fais le brave. Voilà. Donc une sacrée bande quand même de joyeux lurons là, hein, dans cette équipe. C'est ça. En fait, c'est le plaisir de se côtoyer. On est des amis en fait. Hein, et on a volontairement choisi ce nom d'immature pour le. Avec 2 M, avec un M. Donc avec un seul M. Parce qu'en fait, l'idée, c'est la contraction de image et nature. Donc immature. Mais il y a le petit jeu de mots avec les images. Nature avec 2 M en fait. Donc souvent les gens nous disent mais vous avez fait une faute d'orthographe. Non, c'est volontaire. Donc c'est la contraction de image et nature, mais on aime bien ce côté un peu ce petit jeu avec les immatures, parce qu'en fait on ne se considère pas, nous, malgré l'expérience qu'on a. Oui, ce qu'il faut dire, Olivier, quand même, c'est que dans ce groupe-là, il y a du. Il y a des gens. Ah oui, bien sûr. Vous n'êtes pas des perdants de l'année, hein, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est ça, donc il y a quand même mes amis qui ont beaucoup d'expérience aussi de leur côté, et à la fois en France et à la fois à l'étranger, notamment pour Eric et Michel, qui eux vont beaucoup à l'étranger. Donc voilà, donc l'idée c'était de dire au travers de notre collectif qui s'appelle les immatures que malgré l'expérience qu'on a, malgré cette expérience, on se considère toujours comme des immatures face à la nature. C'est-à-dire qu'on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Ça, c'est votre humilité qui vous caractérise. Alors, qu'est-ce que vous allez nous présenter cette année au Festival Photo? Alors, cette année, en fait, depuis qu'on a créé ce collectif, en fait, l'idée, c'était aussi de montrer nos photos. De montrer nos photos. C'est-à-dire de sensibiliser les gens à la nature et à la beauté de la nature. Et quand on sensibilise les gens à la beauté de la nature, forcément, il y a du respect qui naît derrière tout ça. Et les gens sont plus enclins à respecter les animaux s'ils voient des belles photographies, plutôt que si on leur raconte des salades sur l'espèce en question. Voilà. Donc, le slogan exposé pour préserver, que combien... C'est un peu ça, c'est comme le Festival Photo, c'est un peu ça. Et donc l'idée c'était de faire des expositions. Donc en fait nos expositions représentent, bon an mal an, l'état des photos qu'on fait en ce moment, quoi. C'est-à-dire voilà, des photos qu'on va présenter. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça patchwork, animal patchwork. Oui. C'est simplement parce que c'est un rassemblement de l'ensemble des photos que les uns et les autres ont fait dans notre collectif. Voilà. Un peu comme font tous les autres collectifs, la PAB ou le collectif Centre, etc. Donc le seul lien qui réunit tout ça, c'est votre vie, quoi. C'est votre vie au cœur de la nature. Ouais, c'est ça. C'est une année à peu près, c'est des photos sur une année. Oui, c'est ça, à peu près, ouais. À peu près. Ça rejoint un peu ce que disait Vincent tout à l'heure en termes de banque d'images, quoi. C'est-à-dire que et vous faites ces photos ensemble ou chacun de votre côté? Non, chacun de notre côté. Non, non, tu sais bien que dans la nature, quand on est tout seul, c'est déjà un peu trop, hein. Bah oui. Donc non, chacun de notre côté, on fait les photos, ouais. Ouais. D'accord. Et après, alors comment? Il y a un chef qui détermine quelle photo il va montrer? Non, absolument pas. En fait, comment ça, il n'y a pas de chef, ça marche pas. Mais si, ça marche. Ça marche très bien. Bon. En fait, on amène chacun, quand on se voit pour une séance de sélection pour monter notre prochaine exposition, en fait, on fonctionne comme ça. On amène chacun une dizaine de photos qu'on a sélectionnées. Et puis, on présente ces 10 photos aux autres. Et c'est les autres qui font la sélection sur tes 10 photos. Voilà. C'est le regard des autres sur tes photos, c'est pas ton choix à toi. Mais ça, c'est dur, ça. Voilà. Ça, c'est dur, non? Ah, mais oui, mais c'est comme tout en photo animalière, il faut accepter de renoncer, c'est ce que je dis. Ouais. Et alors, quand il y a une photo que tu veux absolument exposer et que les autres ils disent ben non, celle-là elle est bien meilleure. Comment on fait? Il y a de l'argumentation, c'est-à-dire qu'on discute. Mais bon, in fine, si l'auteur veut absolument présenter cette photo, on ne va pas aller à l'encontre de ce que veut l'auteur. Enfin, ce serait dommage, quoi, ce serait stupide. Mais disons qu'on a d'abord le regard des copains, quoi. Et le regard des copains, c'est beaucoup plus important que le sien à partir du moment où on veut montrer les photos à des publics qui, lui, ne connaît pas le milieu de la photo animalière, qui ne connaît pas notre vécu.
Nous, on est vachement attachés. Moi, j'ai des photos que j'adore qui ne vont jamais être sélectionnées par mes copains. Tu vois, c'est un regard qui est différent, le regard des autres. Et c'est pour ça il faut oser. C'est une certaine manière de se dévoiler aussi, montrer une photo. C'est assez impudique de montrer une photo. Ça dépend ce que tu appelles impudique, mais ça montre une partie de ta sensibilité au vivant. Et c'est vrai qu'on n'est pas tous sensibles de la même manière au vivant. Donc il y en a certains qui vont plus faire des photos d'ambiance que des photos très cadrées, serrées sur l'animal. Tu vois, donc c'est une partie de ta sensibilité, oui, qui ressort dans la photographie, ouais. Il y a ceux qui préféreront avoir l'animal bien éclairé avec une belle lumière et ceux qui préféreront travailler les contre-jours. Il y a ceux qui préfèrent les oiseaux, ceux qui préfèrent les renards, ceux qui préfèrent... Oui, voilà, c'est ça. Ce qui fait que vous avez une disparité, vous n'avez pas d'homogénéité, quoi. Vous avez beaucoup d'espèces représentées du territoire, parce que les photos que vous présentez sont limitées au territoire ou sont aussi des photos... C'est des photos d'espèces qui sont présentes en France, en fait. Ah, d'accord. Voilà. C'est des photos qu'on peut photographier n'importe où en France. Voilà. On a forcément sur notre territoire, donc une bonne partie sont faites sur notre territoire, c'est-à-dire dans la région, entre la vallée de Chevreuse et puis les Yvelines, les Sommes et les Yvelines, dans cette région-là. Oui, parce que vous habitez tous dans un rayon de... Oui, on habite pas très loin les autres. C'est ça qui est bien aussi, ça facilite des réunions. Voilà. Bon, Vincent, est-ce que tu as des questions à poser à Olivier sur sa démarche? Non, mais c'est pas. Non, on se connaît. Non, et c'est assez intéressant parce que c'est vrai que c'est du partage d'expérience et il y a des mots justes et il y a pas mal de choses qui me parlent et c'est vrai que c'est vraiment très intéressant. Sincèrement, c'est des petits détails, mais voilà, le sujet sur les renards que j'ai pu entendre là sur la fin. Voilà, mais je pense qu'on est un peu dans le même cercle, sauf qu'on n'est pas dans la même région, quoi, je pense. Oui, c'est ça, oui, c'est sûr. Mais en fait, il faut s'intéresser à sa région parce que on est toujours attiré pour aller ailleurs, parce que ailleurs c'est plus beau, parce qu'on voit des photos. Les réseaux sociaux pour ça sont catastrophiques. On te montre des photos, tu te dis je ferai jamais ça chez moi, mais si, tu peux. C'est juste que ce sera peut-être un peu plus dur de le faire chez soi, mais tu peux toujours faire des belles photos chez soi. Voilà. En ce moment, c'est l'époque des foins, par exemple. Les renards dans les foins, si tu vas dans le Jura, tu fais ça, mais avec une telle facilité parce que dans le Jura, il y en a partout, des renards, tu vois. Donc, chez nous, c'est plus compliqué, mais tu arrives quand même à en faire. Il n'y a pas de raison. Est-ce que vous avez vu le dernier film de notre parrain de cette année, qui est Yab Bertrand, je le rappelle, sur lui. Vous l'avez vu, Yvan? Non seulement le film est magnifique, mais en plus le principe du film est magnifique. C'est-à-dire qu'il a fait appel à un certain nombre de photographes. 200 photographes comme vous. Pour construire ce film. Et derrière tout ça, l'idée est fantastique, c'est de montrer le vivant et la fragilité du vivant aujourd'hui. Mais alors, ce qui est encore le plus extraordinaire, c'est le making-of qui a suivi derrière le... Oui. Le making-of. L'interview avec Vincent Munier, son papa. Et son père, oui. Avec les larmes aux yeux, c'était terrible. Ouais. Moi, je recommande le bouquin de Michel Munier sur le grand tétra, il faut le lire. Ouais. Il faut le lire pour comprendre ce que c'est que de respecter le vivant à ce niveau-là. Ah ouais. C'est vraiment une expérience de vie très forte. C'est vrai. Qu'il raconte dans son livre. Bon, Olivier, merci. On va repasser la parole à Vincent pour qu'il nous parle de son aventure, multifacette, cinéma, livre, etc. Vincent, alors, donc, tu nous disais un premier projet qui avait abouti à un premier livre, et puis un deuxième projet qui est encore en cours ou qui est complètement fini. Alors, on est plutôt sur la fin. Après, on a encore quelques projections. L'idée du premier projet, c'était surtout de
voilà, on parle beaucoup de finalité avec les photos, mais en fait, comme le disait Olivier, il y a le chemin aussi avant tout. Et nous, derrière les photos et derrière les vidéos, on voit un chemin qui est du temps passé, qui est, etc. Donc il y a des valeurs différentes en fait face à ça. Et c'est pour ça qu'un photographe, des fois, ou un vidéaste aime une vidéo parce qu'il connaît le chemin et des fois, il a passé une semaine pour en fait avoir peut-être 5 secondes d'image ou une photo. La photo n'est pas parfaite ou la vidéo n'est pas parfaite, mais par contre, on va dire le degré de difficulté ou le chemin qu'il y a eu a été, voilà, a été marqué et donne beaucoup plus de sens en fait à ces choses-là. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte aussi. C'est pour ça que moi je mets beaucoup là. Enfin, moi j'ai fait le choix parce que de rester en Bretagne volontairement. Après c'est sûr, j'aimerais bien voir des ours, j'aimerais bien voir des lynx, j'aimerais bien voir voilà beaucoup d'animaux qui ne sont pas en Bretagne. Mais enfin, je me dis, je prends un billet d'avion, je pars et je fais une photo, bah super, je l'aurai. Mais après, je reviens en France, mais en fait, je me dis, bah la photo, elle est quand même banale parce qu'aujourd'hui, je vais sur Google et je regarde la photo, il y en a quand même énormément. Par contre, le chemin que l'on vit, c'est celui-là qu'il faut prendre en compte finalement, qui, bah, qui nous donne cette, on va dire, ce bonheur, quoi. Parce qu'on voit tellement de choses aujourd'hui à la télé ou dans les médias qui nous formatent, on va dire, d'une certaine manière. Il y a encore beaucoup de beau à aller chercher, mais ça, je pense qu'il faut surtout aller le chercher de nos propres mains et il n'y a pas besoin d'aller chercher loin, en fait, je pense. Donc, moi, je profite beaucoup là-dessus actuellement, avec les nouveaux projets notamment. Mais c'est vrai que ce chemin est ultra important, en fait. C'est bien plus important qu'une finalité. Parce que, mais ça, c'est compliqué parce que quand on fait des expositions, quand on fait même des projections au cinéma ou autre, le chemin, on ne le voit pas finalement. On voit vraiment ce qu'on a construit. Et c'est pour ça que je trouve que c'est super intéressant sur des expos et d'être présent, mais même sur des projections de cinéma, de toujours de raconter un petit peu cette histoire de parcours, quoi. Vincent, juste te couper quand même. Cette année, j'ai reçu un peu plus de 250 projets d'exposition. Bon, ça fait 12 ans que je m'occupe du Festi-Photo. Des propositions d'expo, j'en ai vu passer un certain nombre. Moi, je peux te dire que détecter le mec qui s'est payé 10 000 € pour aller faire un voyage de 8 jours au Spielberg et qui te ramène des images et qui te propose une expo, eh ben, ça se différencie tout de suite d'un mec comme vous qui passait des heures et des journées et des années à rêver la photo dans votre tête et à la faire au bout d'un moment, tu vois. Ça se voit, l'âme du photographe. Même si les photos sont magnifiques, hein, il ne s'agit pas de la qualité de la photo. Mais la qualité du photographe qui transpire à travers les photos, ça saute à la figure. Mais c'est important parce que, comme le disait Olivier, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a tellement de magnifiques photos qu'on peut voir. Voilà, il y en a des vraiment. On se demande même comment on peut faire des photos aussi belles que ça. Mais le risque, c'est qu'on veuille, on a tous un ego, entre guillemets, et qu'on se dise, ben moi, il me faut absolument que je fasse une photo comme ça, mais par contre, comment est-ce que je peux en faire une rapidement? Parce que le succès, il me le faut rapidement. Et faire des likes et avoir des likes. C'est ça, mais moi, je le compare beaucoup, comme j'avais fait pas mal de sport à l'époque, je le compare beaucoup au sport, parce qu'au sport, on se dit, bah, il faut, entre guillemets, c'est la victoire qui compte, etc. Mais quand on a une victoire, on va dire la victoire, c'est pas ça qui rend le bonheur. Finalement, c'est l'entraînement et la dureté de cet entraînement-là qui fait ce bonheur-là. Si on a entre guillemets, je pense à des photographes talentueux, ils ont ça dans la patte entre guillemets. S'ils construisent pas de chemin et le résultat est là, mais je pense que, on va dire de la manière dont on le vit, quand on le vit de l'extérieur, on se dit bah c'est super, il doit être heureux, etc. Mais je pense que s'il n'y a pas ce chemin, finalement, on peut vite se perdre en fait, dans ce que l'on veut transmettre, finalement, quoi. Donc ce chemin, pour moi, très important. Bon, c'est bien. Donc tu fais pas clic-clac et voilà, j'arrive, clic-clac et je m'en vais, quoi. C'est pas ta philosophie, quoi. Bah, en fait, j'ai horreur de ça parce que je me dis, bah ouais, mais moi parce que j'aime bien, moi, c'est prévoir. J'aime bien prévoir les choses. Je me dis, bah le mois de juin, par exemple, bah, ça va être les renards, par exemple. Donc, je prévois. Mais si je fais tout en 3 jours,
bah, je vais te dire, ouais, mais non, bah, non, non, c'est pas ça que j'avais prévu et c'est trop simple, c'est pas normal, il y a quelque chose, quoi. Donc, moi, j'aime bien, je me dis, bah, je prends 2 semaines, je prends le temps d'analyser les choses. Après, bien sûr, il y a des choses qui arrivent qu'on ne maîtrise pas du tout, hein, un face-à-face avec un renard ou autre chose. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de vraiment de construire ces étapes-là et on en apprend énormément. Moi, je Est-ce suis que pas ça veut dire, Vincent, que donc tu penses à la photo que tu veux faire? Est-ce que déjà ta photo que tu vas faire ou ton plan séquence dans ta tête, est-ce que tu le visualises et que tu le fais après? Ou est-ce que tu saisis l'instant présent? Est-ce que déjà ta photo, tu l'as faite des dizaines de fois dans ta tête avant? En fait, il y a la photo et la vidéo, c'est peut-être un petit peu différent. En fait, ça dépend le projet qu'on veut amener. Globalement, je pense que la plupart des photographes font quand même leurs photos dans leur tête avant de les faire en réalité. Après, ça dépend ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire un projet de film? Est-ce qu'on veut faire un... Moi, je regarde de cette manière-là. Par exemple, sur la vidéo, on parle beaucoup en capsule. Parce que faire des vidéos, on va dire une vidéo de 15 secondes quand il fait jour, une vidéo de 15 secondes quand il fait nuit, une seconde, etc. Ça se couple pas dans la même vidéo. Donc, il faut quelque chose de cohérent, en fait. C'est-à-dire que si je veux faire une ambiance, une capsule renard où il est à peu près 21 heures, le soleil est quand même bien bas, donc il n'y a pas de haute lumière. Donc, automatiquement, il faut que mes cadrages et mes zones, on va dire, ne soient pas dans ces hautes lumières parce que sinon, le montage n'est pas possible derrière. Donc, dans la vidéo, moi, je fais mon scénario avant de faire les choses sur le terrain. Après, c'est ultra compliqué parce que sur de la photo, je dirais que c'est un petit peu plus simple parce qu'on parle d'un instant, on parle d'une seconde de mouvement, c'est assez pour une photo. Pour une vidéo, il faut moins 15 secondes, 10 secondes pour pouvoir prendre ces vidéos et le trépied, poser, tout installer. La photo, entre guillemets, bon, on peut être, voilà, en 3 secondes, 4 secondes, on peut être allongé par terre et prendre sa photo. Ça se fait plutôt bien. Mais globalement, les photos sont faites et les vidéos avant qu'elles soient prises. Après, bien sûr, il y a des choses qu'on ne prévoit pas qui arrivent. Mais voilà, ce qu'on savoure le plus, c'est les photos qui étaient prévues, analysées avec un peu de patience et surtout partir sans être vu et senti. Et ça, c'est le plus important. Ouais. Oui, ça c'est commun aux photographes et aux vidéastes. Ouais. Et la vidéo en plus, tu as le travail avant dans ta tête, pendant quand tu l'as fait, et après quand tu la montes. Bah, ouais, la vidéo, c'est un autre. Enfin, franchement, quand je vois des documentaires animaliers faits en France notamment, c'est pas simple du tout parce que en gros, quand on voit dans un film un bloc de 10 minutes avec les mêmes scènes quasiment, c'est juste extraordinaire parce que ça veut dire qu'il y a un boulot monstre derrière. Ça se fait pas comme ça. Je sais pas, par exemple, le renard, oui, je prends un billet d'avion, je vais au Canada. Ou peut-être, je connais pas trop la Suisse, mais je pense que la Suisse, ça doit être aussi assez intéressant pour le renard. Mais je pense qu'en une semaine, on fait l'équivalent d'une année de prise dans certains coins de la France, quoi. Donc, je dénigre pas, mais je me dis, c'est pas pour autant qu'on est plus heureux, par contre, hein. Parce que moi, je suis bien plus heureux à faire pendant une année une espèce, parce que le temps passe et l'objectif, c'est d'être heureux. Mais ouais, non, c'est comment? C'est vrai, le temps passe et l'objectif c'est d'être heureux, c'est tout à fait vrai. En fait, je me dis, Alors ça, c'est très important. Je voudrais m'arrêter là-dessus parce que vous avez cité tous les deux ce mot de bonheur. C'est quand même souvent les photographes, ils parlent de focale, ils parlent de millième de seconde, ils parlent d'ouverture, ils parlent un langage inconnu des ISO, des montées en lumière, enfin, etc. Et vous parlez de bonheur. bah oui, c'est logique. En fait, quand on parle de réglage, sincèrement, c'est essentiellement pour moi, hein, pour satisfaire les photographes, les autres photographes. Clairement, moi j'ai fait des photos, mais techniquement, je montre un autre photographe, il me dit bah ouais, mais ça, il y a des ISO, il y a voilà, etc. Et des personnes lambda, enfin du quotidien, ils se disent mais c'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est waouh, c'est super quoi. Et en fait, il y en a qui te parlent d'émotion et d'autres qui te parlent de technique. Tout à fait. Et aujourd'hui, il faut faire la part des choses parce que c'est pas parce que le but c'est de réussir à transmettre des émotions. C'est pas parce que la photo ou la vidéo elle va être un peu grainée, voilà, il y a acceptable quand même, mais que ça va pas créer des émotions. Le but c'est ça, c'est de partager des choses. Et puis voilà. Mais
c'est vrai qu'on a tendance à, mais c'est le monde actuel, hein, de faire tout vite. Mm. Mais pourquoi finalement? Pour rien, parce que entre guillemets, on veut tout faire vite, mais finalement, on surconsomme. Voilà, c'est le monde qu'on vit aujourd'hui, malheureusement. Et en prenant le temps, finalement, eh ben, voilà, le but, c'est si on prend la proportion de temps qu'on est heureux dans une vie, et ben, qu'on aille vite ou qu'on aille lentement, entre guillemets, cette proportion-là sera bien plus élevée, je pense, quand on va doucement. Ça paraît logique, enfin, je pense en tout Donc cas. là, c'est un éloge de la lenteur, quoi. Il y a des philosophes qui ont fait ça. La photographie, techniquement, c'est tout sauf l'éloge de la lenteur, quoi. C'est le millième de seconde. Pour les oiseaux, c'est le 5 millième de seconde. Enfin, c'est des instants très, 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 très rapides. Non, mais ce qui est important, Jean-Philippe, et ça, c'est ça que tu dois bien le savoir, c'est le fait de se sentir intégré dans ce milieu naturel. Ouais. La technique, elle est là juste parce que tu viens avec du matériel pour faire une photographie ou faire une vidéo, mais c'est sûr que c'est des choses qu'il faut appréhender, il faut savoir maîtriser ça si tu veux faire des belles photos, c'est certain. Mais c'est pas pour moi, c'est pas l'essentiel, quoi. L'essentiel, c'est vraiment quand tu es dans le milieu et que tu profites de ces instants-là. Et comme tu dis, Vincent, c'est des instants de bonheur. Hein. Quand on sait que quand tu arrives sur un endroit où tu te mets à l'affût et que tu vois que tu déranges parce que les oiseaux chantent tout autour, ils alertent, etc. Et qu'au bout d'une heure, tout le monde t'a intégré et que tu te retrouves comme juste un observateur de ce qui s'y passe, ben là c'est extraordinaire, quoi. C'est du pur bonheur, quoi. Ouais, moi ce que j'aime bien dans vos discours à tous les deux, c'est les valeurs qui sont véhiculées derrière, quoi. Vous êtes c'est le principal, hein. C'est le principal. C'est la photographie. Moi, j'appelle ça la photo trophée. Ça sert à rien. Oui, mais Olivier, tu sais comme moi, dans les festivals, on en voit tous des photographes trophées. On les connaît. Enfin, on en voit tous. Et des gens comme vous, enfin moi, c'est ce que je cherche quand je fais la sélection avec les copains des expos que vous nous présentez. C'est des gens qui, comme vous, ont pour objectif derrière le vivant, quoi. Le vivant. Et aimer le vivant. Ça transpire dans tout ce que vous racontez. La vie se perpétue et prend toute son essence en donnant et en recevant. Je ne garde rien pour moi. L'égoïsme et la possession me sont étrangers. À celui qui me demande, je donne. À celui qui patiente, je récompense. Et à celui qui espère, je prends pour témoin. Ouais, et puis dans ce que dit, moi je le vois beaucoup là à travers le nouveau projet de film sur quoi on est en train de Oui, tourner. dis-nous un mot sur ce nouveau projet alors. Donc, là, on va faire Oui. Je vous interromps 2 secondes, il faut que je me sauve. J'ai un impératif. 13h06. T'as eu 6 minutes. On a dépassé. Ouais, 5 minutes encore et on finit. Mais libère-toi, Olivier. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, Olivier. Et oui, donc là, moi, j'aime bien dire on parce que on est quand même une équipe derrière ce film. Donc là, on refait un nouveau projet de film, tout simplement, parce que le premier, c'était vraiment un essai. Maintenant, on connaît la démarche, faire les différentes étapes la distribution en salle de cinéma, etc., etc. Et on a vu les risques qu'il y avait pour que le film n'arrive pas à temps dans les délais. Et là, du coup, on se fixe vraiment une année, en gros, une année de prise de vidéo de faune. Donc, c'est-à-dire que
pendant une année, moi, je Toujours en reste France. toujours en Bretagne, toujours en Bretagne. L'idée, en fait, c'est de donner une définition de la Bretagne qui est autre que la Bretagne, c'est le bord de mer, c'est la pointe du Raz, c'est la côte Granit de Rose, c'est ces choses-là. En fait, l'idée, c'est de montrer aussi qu'il y a l'intérieur des terres, avec une faune, des paysages. Ça, c'est vraiment l'idée. C'est de dire, bah voilà, en Bretagne, voilà ce qu'on a. Et c'est surtout que moi, comme ça me permet, d'une niveau tournage, eh ben, il y a beaucoup moins de coûts automatiquement. Oui. Et en fait, je prends comme ça, c'est-à-dire que là, cette année, je découvre un petit peu finalement toute la faune qu'il peut y avoir autour de chez moi parce que je prends le temps en fait de le faire et je prends tout ce qui peut y arriver. Il peut y avoir, par exemple, là, en mars, c'était la Chouette Hulotte, où on a fait un mois de tournage de Chouette Hulotte avec des petits chouettons. En mai, on a fait, mai-juin, là, on a fait du coup pic noir, pic et pêche, pic mar, par exemple, avec du coup vraiment le suivi quotidien, quoi. Donc c'était super intéressant de suivre des couples avec des comportements différents et des heures de passage vraiment ultra régulières en fonction de l'avancement finalement de la couvée et des petits. Donc c'est assez marrant parce que on y découvre en fait une éducation qui est ultra naturelle. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils communiquent entre eux, entre les petits et les grands, mais ça se fait naturellement. Par exemple, au début, les pics, une fois que les œufs ont éclos, ils passent très régulièrement, et plus on arrive à la fin, moins ils passent. Et à la fin, ils passent même plus. Et comme ça, les petits sont obligés de s'envoler en quelque sorte. Donc c'est assez intéressant. Et après, c'est beaucoup de temps, bien sûr, mais c'est très intéressant et on crée des liens avec tous ces animaux. Et du coup, voilà, donc sur une année, on va faire que des prises de vidéo. Donc voilà, ordre d'idée, ça fait, parce que j'ai un emploi principal à côté, hein, c'est vraiment de la passion. Mais globalement, ça fait voilà, 130 à peu près sorties depuis le début de l'année, donc ça fait quand même pas mal C'est un long métrage? C'est un court métrage? Là, un long métrage, là, on va faire un long métrage, à peu près 80 minutes, je pense. Parce que c'est pareil, on ne sait pas. Comme c'est du sauvage, on ne sait pas les fameuses capsules que l'on va faire. Oui. Pour le moment, tout suit son cours et on est très bien dans le timing et dans les capsules qu'on avait prévues. Et donc ça, on va jusqu'à octobre à peu près pour les prises de vidéo et on va finir notamment par le Brame du Cerf, logiquement. Tu sais que le Festiphoto est en plein Brame du Cerf. Hein. Tout à fait. Mais du coup, il faut que je regarde la semaine juste avant ou la semaine juste après parce qu'on va être vraiment pile poil de timing. Donc ça, voilà. Et ensuite, fin d'année, on fait tout le montage. Et l'année prochaine, on va faire toute la partie son, vraiment bien caler tout le son. Et en gros, voilà, le film sera prévu pour... l'idée, c'est de faire les avant-premières fin 2024, en septembre à peu près. Et après une sortie nationale, on va dire en début 2025, quoi. C'est à peu près l'idée du projet. Génial. Bon, Jean-Pierre, je ne sais pas si tu es toujours là. Ah, bien sûr, je suis fidèle au poste. Je suis à la tendance technique et je suis votre premier spectateur. Je vous écoute avec de façon religieuse. Je bois vos paroles. Je crois qu'on a eu là 2 échanges avec 2 photographes qui ont une philosophie de vie et de pratique de la photographie nature qui est vraiment le cœur de cible de ce qu'on veut faire. Ça me plaît bien. Hein, ça te plaît bien, ça, hein? Oui. Hein, c'est pas des gens qui courent après les likes, mais c'est des gens qui ont une mission, qui ont des valeurs, qui ont des objectifs, qui vraiment poursuivent à base de croyances sur la nature et la protection de la nature, et ça transpire dans tout ce qu'ils disent. Complètement d'accord. Tu trouves pas? Et la quête du bonheur. Oui, la quête du bonheur, du temps qui passe, fabuleux. Extraordinaire. Bon, Vincent, merci d'être venu sur Total Impro 2.0. Oui. Bah, merci pour l'invitation, hein, c'est un plaisir. Il me tarde de te découvrir ou de redécouvrir pour de vrai. Ça s'approche ça va arriver comme une balle, hein, septembre. C'est ça. Bon, peut-être que ça fut complémentaire d'ici là. Oui, ah bah là, pour être transparent, oui, c'est tous les soirs, tous le matin quasiment. Donc c'est fatigant bien sûr, mais c'est un réel bonheur. Et voilà, je profiterai réellement quand le projet sera terminé, on va dire ça, pour voilà, retrouver et voir le film. Parce que bon, on verra ça. Merci de ta venue beaucoup. Bon, merci à vous en tout cas. À bientôt. Merci Vincent, au plaisir, à bientôt. Rendez-vous à Festiphoto La Bergerie. À bientôt, merci. Au revoir. Salut Vincent.
Voilà, donc sur ce se termine aujourd'hui notre talk show Confluence. Bon, Jean-Philippe, merci à toi. oui, merci aux auditeurs, merci aux participants, merci à toi de m'avoir permis de faire ce talk show, et puis à la prochaine.